Mes chers collègues, Madame la directrice générale de l'enseignement scolaire, Madame l'adjointe au sous-directeur de l'inclusion scolaire et de la vie des établissements, et Monsieur le chef du service de la vie de l'élève et des établissements. Mes chers collègues, Madame la rapporteure, nous entamons nos travaux avec l'audition de la direction générale de l'enseignement scolaire. Et Madame la directrice générale, le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et les risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière et d'entrave au fonctionnement de la démocratie. Le champ d'action des financeurs privés est large. Les sphères associatives, éducatives et culturelles semblent avoir leur faveur. Le travail de notre commission d'enquête sera d'analyser les règles encadrant les interventions des organismes, sociétés ou fondations de droit privé dans les politiques publiques citées, d'évaluer les risques en matière d'influence de cette non-transparence financière, ou en tout cas dans un souci de meilleure transparence financière. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique. Et donc, avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie par ailleurs donc de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Donc vous témoignez qu'il n'y a pas... Voilà. Donc, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, Madame Caroline Pascal a donc prêté serment. Cette toute première audition, puisque vous ouvrez les auditions, ouvre une phase d'élaboration d'un état des lieux, qui est la première phase dans laquelle nous avons structuré les auditions avec Madame la rapporteure pour cette commission d'enquête. Cet état des lieux doit permettre d'analyser les mécanismes à l'œuvre, de comprendre l'ampleur des mouvements et d'imaginer des moyens de protection quand cela s'avérera nécessaire, sans pour autant bloquer le système. Le maître mot de nos travaux sera, vous l'avez compris, transparence. Madame la directrice générale, nous allons vous donner la parole pour une courte introduction. Je vous demande de ne pas dépasser les 10 minutes dans la mesure de vos possibilités, avant que Madame la rapporteure et les membres de la commission d'enquête vous posent des questions. Avant cela, je laisse donc la parole à notre collègue rapporteure Colombe Brossel, pour qu'elle vous présente les axes de travail de notre commission d'enquête. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous trois. Merci, chers collègues, pour votre présence. Quelques mots peut-être pour vous exposer les raisons qui nous ont conduits à la création de cette commission d'enquête. Les tensions sur les financements publics, qu'ils soient d'ailleurs de l'État ou des collectivités territoriales, amènent depuis quelques années un grand nombre d'acteurs associatifs et institutionnels à chercher des pistes de diversification de leurs ressources. Et cette possibilité est favorisée, encouragée par l'État, notamment à travers l'outil fiscal, qui a permis le développement de démarches philanthropiques menées par des acteurs privés. Mais au-delà de cette problématique classique, des évolutions nouvelles se font jour depuis plusieurs années, avec le déploiement au niveau national de stratégies idéologiques qui pourraient sous-tendre certaines actions philanthropiques ou certaines démarches de financement des milieux associatifs, culturels ou éducatifs. Et face à cette situation, comme vient de le dire Madame la Présidente, le fil rouge de nos travaux sera vraiment sur la transparence des financements des politiques publiques par des acteurs qui ne sont donc ni l'État, ni les collectivités territoriales, parce que sans transparence, pas de démocratie, et sans transparence, il ne peut y avoir des volontés, de stratégies d'influence, des dites politiques publiques. Nous avons souhaité aujourd'hui vous auditionner et vous avons envoyé un questionnaire au préalable afin de structurer nos échanges, notamment pour mieux comprendre le cadre juridique de l'intervention d'associations au sein des établissements scolaires. Comment ces associations sont-elles agréées par l'Éducation nationale? L'origine de leur financement est-elle contrôlée par le ministère? Quelle est d'ailleurs la proportion d'associations agréées par le ministère et financées par les pouvoirs publics?
Quels sont les process lorsqu'une association n'est pas agréée par le ministère? Est-ce que ces associations peuvent néanmoins intervenir? Et nous souhaitons également vous interroger sur les modalités de contrôle des établissements privés sous et hors contrat. Vous pilotez le corps des inspecteurs et les agents qui effectuent ces contrôles. Et nous souhaiterions savoir quel est le bilan à date de ces contrôles, quelles mesures d'amélioration, quelles sanctions éventuelles pour pouvoir entamer nos travaux. Et nous vous remercions de nouveau de votre présence à tous les trois. Madame la directrice, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Dans ce propos introductif, je vais en effet essayer de brosser à grands traits déjà le cadre juridique dans lequel les associations interviennent dans l'enseignement public. Et puis, je ferai peut-être, compte tenu des questions que vous avez bien voulu nous transmettre, un point un peu rapide aussi, mais un focus sur l'enseignement à la vie affective relationnelle et à la vie affective relationnelle et à la sexualité pour les collèges et les lycées. Les associations, et c'est peut-être la première chose que je voudrais dire, ont pour objectif de proposer des activités éducatives, artistiques, sportives et culturelles en complémentarité et en lien avec les programmes scolaires ou les priorités éducatives définies par le ministère. L'intervention s'inscrit toujours dans le projet pédagogique de la classe ou de l'école ou de l'établissement, et il est défini dans le projet, avec des objectifs définis dans le projet d'école ou dans le projet d'établissement. Les conditions de l'intervention à l'école sont strictement encadrées par plusieurs articles du Code de l'éducation, où il est notamment précisé que le recours à un intervenant extérieur durant le temps scolaire est soumis en toute hypothèse à l'autorisation du chef d'établissement ou du directeur d'école et qu'il vient nécessairement en appui des activités d'enseignement, qu'il est toujours placé sous la responsabilité pédagogique d'un enseignant, j'y reviendrai. C'est l'article L912.1 du Code de l'éducation. Dans l'article D551.6 du Code de l'éducation, il est précisé que les associations agréées, et nous reviendrons sans doute sur les différences, peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement sans jamais se substituer à elles. Et encore une fois, l'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration de l'établissement, à la demande et avec l'accord des équipes pédagogiques concernées dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants. Le même article prévoit bien aussi la possibilité d'intervention d'associations non agréées à titre exceptionnel. Lorsque l'intervention d'une association non agréée est souhaitée dans une école ou un établissement public, cette intervention est soumise à l'autorisation du recteur ou du DAZEN, qui doivent en être informés et donner leur accord, ou en tout cas de ne pas manifester de refus auprès du directeur d'école ou du chef d'établissement. J'insiste sur ces deux points qui sont donc très présents dans le Code de l'éducation. Deux points qui sont, un, la complémentarité des interventions des associations avec la politique éducative ministérielle. Le Code de l'éducation, en effet, précise qu'elles viennent toujours en appui du travail des enseignants, sous la responsabilité et sous l'autorité de l'enseignant, sans jamais le remplacer, et dans le cadre d'un projet éducatif défini par l'équipe sur décision du chef d'établissement ou du directeur d'école. Donc l'intervention elle-même est très encadrée. L'ensemble des circulaires et notes de service encadrant le recours à des structures associatives n'omettent jamais de le rappeler. C'est systématiquement rappelé. Il en va notamment de la cohérence de l'action auprès des élèves et du respect des valeurs portées par l'école. Le partenariat avec les associations complémentaires du service public de l'éducation peut en revanche se formaliser de différentes manières. Soit par un agrément, ce sont là encore les articles D551.1 et AD551.12 qui définissent le régime d'octroi de l'agrément des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, soit une convention cadre, soit une subvention encadrée par un arrêté, une convention annuelle d'objectifs, qu'on appelle entre nous CAO,
ou une convention pluriannuelle d'objectifs, CPO, imputée sur le programme 230, dont je suis responsable, Vie de l'élève. Ces différents types de soutien sont indépendants les uns des autres et n'engagent le ministère que dans le strict cadre dans lequel ils ont été établis. Ainsi, un agrément ou une convention cadre ne donne pas lieu au versement d'une subvention et inversement, l'existence d'une convention cadre ou le versement d'une subvention ne donne pas nécessairement lieu à l'obtention d'un agrément. S'y ajoutent d'autres formes possibles de reconnaissance et de soutien du ministère, comme le patronage, la lettre de soutien ou bien encore la valorisation sur les sites du ministère, éducation.gouv et du SCOL. En 2025, 18 associations, parmi lesquelles les grandes associations d'éducation populaire, Ligue de l'enseignement, Francas, Jeunesse en plein air par exemple, et l'UNSS, bénéficient d'un soutien via une convention pluriannuelle d'objectifs représentant un montant annuel de subvention de 54 282 150. Les associations peuvent également recevoir un soutien annuel et pour l'année 25, l'enveloppe déléguée à ce titre est répartie entre 155 associations pour un montant de un peu plus de 6 42 900. Depuis 2020, la Direction générale de l'enseignement scolaire a entrepris de renforcer les procédures d'attribution et d'examen des subventions et des agréments. Nous pourrons y revenir, si vous le souhaitez, dans le cours des questions, mais peut-être déjà vous donner quelques grandes orientations qui ont conduit le travail déjà engagé et qu'il reste encore à poursuivre et à parfaire. D'abord, renforcer les relations avec les référents d'associations des académies pour une meilleure cohérence des modalités d'instruction des demandes d'agrément et une information mieux partagée entre le ministère et les académies. C'est aussi un sujet sur lequel la déconcentration est très forte et le lien entre le travail qui est conduit à la Direction générale de l'enseignement scolaire et les référents académiques est important. Nous l'avons renforcé. Nous avons également renforcé la formation des bureaux experts de la Direction générale à l'analyse des demandes d'agrément et de subventions, avec en particulier une sensibilisation à l'évaluation des actions des associations au sein des écoles et des établissements, point sur lequel sans doute nous avons encore à progresser. La perspective d'amélioration du cadre réglementaire relatif aux agréments nous a conduit à nous permettre de penser qu'il serait intéressant pour nous d'avoir une condition supplémentaire relative à l'objet principal de l'association, dont le caractère doit vraiment revêtir cette action complémentaire au service à l'enseignement scolaire. Éventuellement soumettre l'agrément des associations qui interviennent hors temps scolaire à une condition de continuité éducative avec les enseignements dispensés pendant le temps scolaire. Nous travaillons avec la DGEPVA, la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, mais pas toujours avec exactement les mêmes procédures. Point sur lequel nous essayons pour l'instant déjà de travailler, c'est de rendre également obligatoire un bilan à mi-parcours de la période couverte par l'agrément ou par la CPO. Et enfin, de prévoir un délai d'observation qui permette aux associations d'intervenir avant de déposer leur demande d'agrément. Nous aurons l'occasion peut-être d'en reparler, mais c'est un sujet pour nous important aussi. Voilà sur les associations et bien entendu, je resterai à votre disposition avec mes collègues pour répondre à vos questions. Je voulais simplement faire un rapide focus aussi sur l'éducation à la vie affective et relationnelle à l'école et sur l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité au collège et au lycée, puisque vous savez que les deux programmes ont des noms différents selon le degré auquel ils s'adressent. Cette éducation a fait l'objet d'une très forte attention et fait l'objet d'une très forte attention du ministère. Et pour commencer, peut-être dire que l'élaboration de ce programme fait suite à une très vaste concertation avec tous les partenaires institutionnels, associatifs et syndicaux du ministère en plusieurs étapes. La première, c'est que le constat d'une insuffisante mise en œuvre des 3 séances annuelles par groupe d'âge homogène prévues par la loi de 2001, on établissait le taux d'élèves à qui était dispensé cet enseignement autour de 15%, a conduit d'abord à la publication de circulaires en 2018 et 2022, puis à la mise en place d'un groupe de travail à la demande du ministre avec tous les acteurs engagés sur cette éducation et dont les travaux
avait permis de dégager quelques points de convergence soumis au ministre pour renforcer la mise en œuvre effective de ces séances. Le besoin de clarification dans les contenus d'enseignement constituait un des points de convergence et a conduit le ministre Pap Ndiaye à une saisine du Conseil supérieur des programmes en 2023. Le Conseil supérieur des programmes a travaillé pendant 6 mois pour produire un projet de programme sur lequel la direction générale a engagé de nombreuses concertations avec les partenaires institutionnels, associatifs et syndicaux. Les programmes des VAR ont été présentés au CSE au mois de janvier 2025, donc c'est encore récent. Les échanges ont eu lieu pendant 2 jours. Le programme a été largement adopté, une abstention et aucune voix contre, ce qui n'est presque jamais arrivé pour un programme d'enseignement. Et si je le souligne, ce n'est pas tant par satisfaction, mais c'est pour marquer la très forte adhésion à laquelle nous avions abouti après ces longs travaux, grâce à un travail de concertation et de dialogue dans lequel les organisations syndicales, les fédérations de parents d'élèves publics et privés se sont engagés aux côtés de l'administration. C'était pour nous un point essentiel, à la fois pour lever les inquiétudes des enseignants qui allaient être en charge de cet enseignement et les protéger dans l'exercice de leur mission. Les programmes ont été publiés dès le 6 février 2025 pour mise en application à la rentrée scolaire, cette rentrée scolaire du 1er septembre 2025, et une circulaire a été publiée au même moment pour préciser les conditions de mise en œuvre de cette éducation. Le ministère a produit depuis de nombreuses ressources, à la fois à destination des parents d'élèves et des personnels, afin de garantir la complète mise en œuvre des programmes de l'école au lycée, et un programme de formation a été engagé, déployé, encore en cours bien entendu, à l'attention d'abord des formateurs et ensuite des professeurs. Une première enquête a été conduite auprès des académies en décembre 2025, donc là encore très récemment. Il en ressort que sur les écoles et les établissements publics qui ont répondu, ils sont autour de 75%, 66% des écoles, 48% des collèges et 35% des lycées avaient dispensé en décembre la première séance sur les 3, marquant un net progrès évidemment par rapport à l'enquête menée avant l'écriture des programmes. Nous restons évidemment très attentifs à ce déploiement afin que la cible des 3 séances soit bien atteinte partout à la fin de l'année. Nous gardons également une très grande vigilance et sommes en appui permanent des académies pour éviter toute forme de contestation des contenus d'enseignement et de la mise en œuvre des séances. Les échanges avec les recteurs sont réguliers sur ce point pour rappeler cette vigilance et intervenir au plus vite quand une situation de contestation est identifiée. Et peut-être pour relier les 2 sujets, c'est-à-dire la question de l'intervention d'associations ou d'intervenants extérieurs lors des séances d'éducation à la vie affective et relationnelle, s'est posée dès les discussions du CSE. Au point de conduire à la mention dans le préambule du programme, ce qui est extrêmement rare, d'une vigilance particulière et du rappel du cadre réglementaire qui autorise ces interventions, mais toujours sous la responsabilité du professeur. La circulaire du 4 février 25 rappelle ainsi que les enseignants sont responsables de ces séances et que tout intervenant extérieur doit intervenir sous la responsabilité pédagogique d'un membre de l'équipe éducative qui demeure en toutes circonstances responsable du contenu et du déroulement de la séance. Nous avons repris là, évidemment, les termes du Code de l'éducation. Le ministère recommande que les associations spécialisées soient agréées, soit au niveau national, soit au niveau académique. Et dans tous les cas, l'intervention du partenaire extérieur, associatif ou non, est toujours assurée par un binôme comprenant obligatoirement un personnel de l'éducation nationale. En conclusion, je souhaiterais indiquer que l'action du ministère à l'attention des associations est très encadrée par des dispositions réglementaires que j'ai citées qui permettent, 1, de s'assurer de la complémentarité des interventions des associations avec la politique éducative mise en œuvre par le ministère, de veiller à sécuriser toutes les procédures conduisant à verser des subventions, versements qui, lorsque les montants dépassent 2 millions, font l'objet d'un contrôle budgétaire et comptable ministériel, ou à octroyer un agrément, donc veiller à sécuriser les procédures conduisant aussi à octroyer un agrément, et enfin à entretenir un dialogue régulier avec les associations que nous finançons, en particulier avec celles qui bénéficient d'une convention pluriannuelle d'objectifs. Enfin, nous veillons à former l'ensemble des personnels et en particulier des cadres
au respect des procédures et à s'assurer de la qualité des interventions réalisées par les associations au bénéfice de la formation des élèves, et cela potentiellement dans les 47 000 écoles et près de 8 000 collèges et lycées répartis partout sur le territoire. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous présenter sur les questions globalement que vous aviez posées dans le cadre du questionnaire que vous nous avez envoyé, et je reste évidemment à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Madame la rapporteure, si vous avez à compléter, avant que je donne la parole après dans un second tour à mes collègues. Merci beaucoup. Merci pour ce panorama qui permet de reposer les choses largement. Peut-être pour rentrer un tout petit peu plus dans la finesse. Je vais prendre le versant négatif du positif. Quelles sont les raisons qui vous amènent à refuser un agrément à une association ? Quels sont les critères ? Comment est-ce que ce refus d'agrément est formalisé? Comment en informez-vous ensuite? Évidemment, celles et ceux qui vous en font la demande, mais plus largement, les rectorats, par exemple. Je pose cette question notamment, et par ailleurs, combien de refus d'agrément délivrez-vous chaque année pour avoir une idée de ce que ça peut représenter par rapport au nombre d'agréments qui vous sont, pour lesquels vous êtes sollicité. Je vous pose la question parce que on a par exemple pu lire dans la presse, donc ce sont des informations qui ont circulé dans notamment plusieurs journaux de la PQR, des sujets concernant une association qui s'appelle Passeport du civisme, qui, de ce que j'en comprends, s'est vu refuser par le ministère son agrément, qui, de ce que j'en comprends et de ce que j'en lis dans la presse, c'est pour autant targué d'un soutien du ministère dans sa communication publique auprès des collectivités territoriales et en l'espèce des maires, qui ont donc découvert à rebours qu'ils avaient été trompés sur l'agrément du ministère. Comment est-ce que, une fois que vous avez été saisi de ce sujet, comment est-ce que vous avez communiqué auprès des rectorats et ou des collectivités territoriales? Quel type d'action avez-vous entrepris éventuellement avec cette association? Est-ce que c'est la première fois que cela arrive au ministère ou pas? Bref, vous nous avez largement exposé ce qui se passe en termes d'agrément. Là, j'aurais aimé avoir plus de détails sur les non-agréments et les conséquences opérationnelles. Merci beaucoup. Alors peut-être quelques chiffres d'abord. Nous avons 167 associations agréées au niveau national et 1330 agréments académiques. Sur ces agréments nationaux ou académiques, 155 associations sont subventionnées et 18 ont une convention pluriannuelle d'objectifs. Peut-être pour les chiffres que vous demandiez. Sur les refus d'agrément, ils sont extrêmement rares puisque sur les 3 dernières années, sur les refus d'agrément, je laisserai éventuellement, si vous l'acceptez, la sous-directrice repréciser. Oui, bien sûr. Les raisons sont en général, 1, l'absence de complémentarité avec l'activité pédagogique qui est la nôtre, avec les enseignements. 2, l'objectif qui est posé par cette association et qui doit conduire au moins à un déploiement académique ou à un déploiement national, c'est-à-dire le nombre ou en tout cas la quantité d'interventions qui peuvent avoir lieu et d'élèves qui peuvent être concernés.
Et puis, évidemment, le cadre qui est régi à la fois par les obligations de tronc commun et par le contrat d'engagement républicain. Donc, nous regardons évidemment si ces associations à la fois sont porteurs des valeurs de l'école et plus largement des valeurs de la République. Ça, c'est le cadre global qui conduit à approuver ou refuser une demande d'agrément. Nous en retirons quelques-uns, parfois, quand nous avons considéré, ce sont essentiellement des questions d'ordre pédagogique. Et sur ce point, je le dis, nous sommes évidemment la direction générale de l'enseignement scolaire et donc de la pédagogie. Et notre première expertise ou notre première qualité est celle de regarder la qualité pédagogique des interventions qui sont faites auprès des élèves. C'est notre critère, indépendamment évidemment des critères financiers et de respect des valeurs de la République, qui sont dans un cadre plus large, qui s'adresse à toutes les associations et pas simplement celles qui interviennent à l'école. Sur le nombre de refus, donc là je laisserai peut-être ma collègue passer, et sur passeport du civisme, ou le chef du service si vous voulez bien, sur passeport du civisme, Jean, si tu veux bien. Ah non, je veille au grain, je vous remercie. Donc je vais vous rappeler du coup le cadre qui est celui qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues. Je rappelle les choses avec beaucoup de formalisme, mais c'est l'exercice qui l'exige. Aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Donc je vous invite à prêter serment, donc madame, et de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant je jure. Donc madame Stéphanie Gutiérrez. Je le jure. Monsieur Jean Hubac. Je le jure. Je vous remercie. Donc madame Gutiérrez, vous avez la parole, ou c'était monsieur Hubac, je ne sais pas qui souhaitait intervenir en premier. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, sur le nombre donc, de refus, donc, comme l'a dit Madame Pascal, donc c'est bien au regard du non-respect des critères qui sont posés par le Code de l'éducation que nous refusons. En pratique, on refuse essentiellement sur la question de l'absence de complémentarité avec l'enseignement public, parfois même sur l'absence de compatibilité, où là c'est encore plus grave, si j'ose dire. Quelquefois également sur le non-respect du tronc commun. Le tronc commun qui est la vérification d'un certain nombre de critères liés à la transparence financière que toutes les administrations qui sont saisies d'une demande d'agrément doivent vérifier. Ce tronc commun, une fois qu'il est accordé dans le cadre de la demande d'agrément, est opposable à toutes les administrations à qui l'association fera ensuite une demande d'agrément pendant 5 ans. Donc, il comprend aussi la question du contrat d'engagement républicain. Voilà, donc c'est posé par la loi sur la transparence. Donc, on vérifie d'abord la validation du tronc commun. Il arrive qu'on refuse l'agrément sur cette partie-là. En général, quand il s'agit d'ajustements, on voit aussi avec l'association et que ça peut être, dépassé. On voit aussi avec l'association, on a toujours un dialogue avec l'association pour voir si notre appréciation du tronc commun résulte d'erreurs qui peuvent être ou de rectifications qui peuvent être apportées par la suite. Sur la question de l'octroi de l'agrément, on a à peu près, alors il faudrait, j'ai pas le chiffre exact en tête, hein, le chiffre annuel, mais on procède à un certain nombre de refus de l'ordre de 30 à 40% à peu près par rapport au nombre de demandes d'agrément qui sont assez nombreuses, de plus en plus qu'avant, parce que nous sommes vraiment exigeants sur les critères que je vous ai cités, sur la complémentarité et la compatibilité. Et y compris sur les demandes de renouvellement, où les associations pensent que lorsqu'elles font une demande de renouvellement de l'agrément, nous allons moins examiner les critères puisqu'elle a déjà fait l'objet d'un agrément, mais nous examinons les renouvellements avec la même exigence que les premières demandes. Et il arrive qu'on constate que finalement les critères sont moins présents qu'ils ne l'étaient au moment de la première demande, soit on a peut-être une divergence aussi sur l'appréciation. Je pense qu'on a augmenté en qualité d'exigence sur l'appréciation de la complémentarité et de la compatibilité des demandes. Merci. Peut-être juste en complément, on a sur les contenus de ce qui sont proposés beaucoup de réticence à accorder les agréments sur les choses qui sont clés en main, estimant que
la complémentarité qu'ils apportent, c'est pas une substitution au service public d'éducation, et que donc on est plutôt sur la co-construction avec ce que les enseignants sont susceptibles de mettre en œuvre dans les classes. Et puis vous précisez aussi que toutes ces associations agréées font l'objet d'une publication ensuite en ligne sur nos sites. En revanche, nous ne publions pas la liste des associations qu'on n'a pas agréées par définition, et elles ne s'en prévalent pas en général. Donc c'est en creux que la chose peut être mesurée. Sur l'association Passeport du civisme. Alors en fait, on avait été saisi une première fois en 2021 par le cabinet de la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement de l'époque pour faire une expertise au sujet d'une convention qui permettrait de valoriser justement et de déployer le passeport du civisme. On a identifié qu'il y avait des lacunes, des limites au dispositif, et donc nous, on n'a pas donné de suite favorable, et le projet de convention n'a jamais donné lieu à une concrétisation. Par ailleurs, l'association a déposé une demande d'agrément en 2024, qui a été analysée par le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, qui a émis un avis défavorable. Au motif, alors en fait l'association elle travaille sur un support pédagogique qui propose un passeport pour les collectivités en général, qui est adapté d'ailleurs avec les collectivités. On ne donne pas d'agrément à des supports pédagogiques. En fait, on donne des agréments à une démarche, à une association. Donc ça, c'était le premier sujet. Et puis par ailleurs, pouvoir évaluer la qualité pédagogique des supports en amont de leur finalisation, puisque précisément ils avaient vocation à être déclinés par collectivité et donc à être adaptés à un contexte local, ne nous paraissait pas non plus nous permettre de donner un avis favorable. Donc à la suite de cet avis du CNAESEP, l'association a fait l'objet donc d'un avis défavorable. Depuis, on a appris que l'association se prévalait d'un lien avec le ministère en ayant apposé un logo du ministère sur son site ainsi que sur ses productions. Donc on a demandé à l'association de retirer ce logo. On l'a fait une première fois en 2024, en décembre 2024. Et on l'a refait récemment parce que ça n'avait pas été réalisé. Sur les ressources, malgré tout, parce qu'il y a eu aussi de la production matérielle, c'est le passeport du civisme, c'est du papier qui est distribué aussi aux élèves. Donc tous ceux qui étaient déjà imprimés, on n'a pas demandé à ce que ce soit mis au pilon. En revanche, que toutes les nouvelles ressources ne mentionnent pas de logo du ministère, puisque nous ne sommes pas partenaires. Et par ailleurs, nous avons signalé à nos réseaux en académie le fait que cette association ne faisait pas l'objet d'un agrément ni d'une quelconque labellisation pour ses ressources du ministère. C'était la première fois que ça vous arrivait? Oui, excusez-moi. Pardon, il y avait une dernière question qui était, est-ce que c'est la première fois que ce type de choses se passait? Dans cette configuration-là, oui. Alors, on a d'autres sujets parfois d'associations qui utilisent le logo du ministère avec une forme de flou, c'est-à-dire qu'ils obtiennent une validation technique, par exemple, pour être accrochés sur les systèmes d'information des environnements numériques de travail. Mais en fait, c'est technique. Et eux, ils se prévalent en quelque sorte de cet accord technique pour dire que ça valide les contenus. Ce qui sont deux sujets un peu différents quand même. Et donc on a été là aussi amené parfois à reclarifier que ça ne valait pas validation des contenus de telle ou telle association. Donc je vais passer la parole à mes collègues. Donc nous avons 3 demandes de parole et de questions. Donc d'abord Loïc Hervé. Oui, merci. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Merci madame la présidente. Vous nous avez pas parlé de la procédure interne qui se déroule au cas où une association non agréée devait intervenir dans un établissement scolaire. Comment ça se passe concrètement? Vous apercevez dans la presse ou qu'une association
est intervenu. Qu'est-ce qui se passe? Je parle d'une association non agréée. Deuxièmement, je suis allé voir le passeport du civisme. Ils ont une convention avec le Souvenir français. Ils sont soutenus par le Souvenir français. Or, le Souvenir français est agréé par l'Éducation nationale. Est-ce que c'est une porte? Est-ce que, de manière détournée, par exemple, ça pourrait être une manière d'intervenir et de présenter, par exemple, les contenus spécifiques au travers de cette grande association très ancienne, très reconnue, et que je ne critique pas, et dont je suis membre, qui s'appelle le Souvenir français. Mais quand même, c'est une association qui a été quand même créée par le président Poincaré. Donc elle a pignon sur rue, et on ne peut pas accuser ses fondateurs d'une quelconque arrière-pensée. Merci beaucoup. Karine Daniel. Oui, j'avais les mêmes questions que mon collègue Loïc Hervé sur le sujet de l'action du ministère, parce que on voit que les moyens de contrôle sont quand même limités, que le nombre d'établissements et que le nombre de propositions sont nombreux, et que certains développements d'objectifs éducatifs ont aussi amené de nouvelles propositions, et je pense au volet que vous avez identifié sur les programmes d'éducation à la sexualité, où là aussi il y a eu des propositions. Je pense notamment à l'association ou l'organisme LIFT, qui, là encore, se présente avec des outils marketing assez puissants, probablement en basant son offre sur un domaine où peut-être que les personnels n'étaient pas toujours en capacité ou demandeurs de produire des contenus et de les assumer, et où finalement une proposition externe pouvait apparaître comme une solution, et ça a sans doute favorisé ça. Sachant qu'on est sur des domaines extrêmement sensibles, là, il nous faut vraiment éclairer à travers nos travaux, à la fois vraiment si il y a une présence de cette offre qui est avérée et qui se déploie, c'est important de savoir en volume combien d'interventions ça concerne, quels sont les modes de financement de ces organismes, parce que ce soit sur le passeport du civisme ou que ce soit sur LIFT, on pourra regarder, à la fois, dès qu'on a potentiellement un logo ou un quasi-logo, c'est très mis en avant sur les sites Internet. Par contre, les sources de financement sont beaucoup moins exposées sur chacun de ces organisations. Et puis moi, j'avais un deuxième volet de questions que vous n'avez pas évoqué. Madame la rapporteure l'a fait dans son propos liminaire. On a un fort développement des établissements hors contrat, avec, là encore, des modalités de financement, à la fois d'investissement et à la fois de fonctionnement, qui sont pour le moins peu transparents. Moi, j'ai le cas dans mon département d'un projet d'école qui se développe, et le permis de construire a été déposé, accepté. Le financement est censé être opéré par un fonds de dotation que l'on retrouve au journal officiel dans sa déclaration. Par contre, on n'a aucune trace des fonds qui transitent par ce fonds de dotation, alors que pour une école de 80 enfants, puisque c'est l'objectif avec un investissement dédié, évidemment que les dons doivent être supérieurs à 150 000 €, donc on doit avoir une obligation de déclaration. Et là encore, on a peu de retours quand ces obligations ne sont pas vraiment effectuées. Merci beaucoup. Olivier Paccaud. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice, Monsieur le Chef de service, Madame la Chef adjointe. Dans la lignée des réflexions de Loïc Hervé, moi je voudrais savoir si vous avez des outils statistiques qui recensent les interventions problématiques, entre guillemets,
que ce soit au niveau rectoral ou académique, ou même plus haut. Bon, j'imagine que s'il y a des interventions problématiques, elles viennent plutôt d'associations non agréées, même si l'histoire du souvenir français est un bon exemple. Moi, dans les écoles rurales de chez moi, c'est souvent les anciens combattants qui viennent à la demande d'un enseignant, avec l'accord du directeur, pour parler effectivement du drapeau, de ce qu'ils ont fait quand ils ont fait la guerre d'Algérie ou autre. Donc, je voudrais savoir, s'il y a un outil statistique. Deuxième chose, concernant, il y a un cas spécifique, dans mon département, on a des CDDC, contrats de développement départementaux de développement culturel, donc contrat passé entre le conseil départemental et l'éducation nationale. Mais ces contrats font travailler plein d'associations culturelles ou de troupes, de théâtre par exemple, etc. Et je voudrais savoir si ce type de convention, justement, parce que je ne suis pas convaincu forcément que les troupes de théâtre ou les associations qui passent les CDDC avec les départements soient justement tamisées par les agréments. Je ne sais pas, je voudrais le savoir éventuellement. Enfin, au sujet du passeport du civisme, à ma connaissance, le passeport du civisme s'adresse, vous l'avez dit, aux collectivités, donc c'est avant tout avec des conseils municipaux jeunes et des conseils municipaux enfants. Moi, je n'ai jamais vu un passeport du civisme apporté dans les écoles. Je ne sais pas si... Je voulais savoir si vous aviez eu ce cas-là. Moi, je n'en ai pas vu. Raphaël. Merci Madame la Présidente. Ma question rejoint celle de mon collègue sur la question statistique. Je voudrais savoir, Madame la Directrice Générale, quelle est la dynamique des demandes d'agrément ces dernières années? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce que vous avez des chiffres qui sont stables? Et quelle est la proportion de refus et celle, au contraire, de validation? Est-ce que vous avez des éléments de cette dynamique générale? Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice, je suis un petit peu embarrassé sur la notion même de l'agrément. Parce que d'un côté, vous dites que naturellement, l'étude est faite par le ministère, donc par les fonctionnaires du ministère, ce qui est tout à fait logique et normal. Et puis, vous rajoutez notamment pour certaines associations qui finalement ne sont pas agréées, que c'est l'avis ou le débat du Conseil national des associations. Alors, qui décide au final? Est-ce que c'est vraiment le ministère ou est-ce que c'est ce Conseil national des associations dont la composition, pardon de vous le rappeler, a été à plusieurs reprises contestée? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu clairement qui est le décisionnaire final et si sur ce Conseil national des associations, il est envisagé de modifier sa composition, sa représentation et ses pouvoirs? Oui, merci beaucoup. Donc, moi, juste pour rebondir, je pense qu'il y a vraiment un sujet de pilotage, de circuit, de tuyauterie, pour dire les choses de façon un peu triviale, et de qui décide au final. Est-ce que la décision est collégiale ou elle est interne à l'éducation nationale? Vous avez parlé de transparence financière. Est-ce qu'il y a un interministériel à un moment qui travaille et qui donne un avis, et ce qui, pour le coup, peut alourdir éventuellement la charge et l'efficacité des choses dans le suivi et la surveillance des agréments, et pour ce qui est des projets pédagogiques et d'éducation artistique et culturelle, quid de l'interrelation avec le pass culture? Alors, pour essayer de répondre, et mes collègues compléteront, peut-être commencer par, dans l'ordre des questions que vous m'avez posées, mais en liant peut-être la question que vous avez posée sur le passeport du civisme et sur LIFT, sur la question de l'information qui nous remonte d'interventions qui n'auraient pas été, qui ne se seraient pas déroulées dans le contexte habituel ou sur lequel nous aurions une alerte. Alors peut-être pour dire deux choses. La première, c'est que vous avez demandé si nous avions des outils. Aujourd'hui, sans doute pas assez. D'abord parce que les alertes remontent par les académies, qui elles-mêmes sont dotées ou pas
d'outils statistiques qui permettent de le voir, et que nous, de notre côté, en réalité, l'outil de signalement d'incidents, c'est fait établissement. Et par cet outil fait établissement, nous voyons remonter notamment des interventions sur lesquelles soit des parents, soit des enseignants alertent d'abord au niveau académique et ensuite au niveau national. Ce n'est pas aujourd'hui le type de signalement le plus important. Sur fait établissement, hein, que ce soit au niveau 1, 2, 3, 4, les remontées sur des interventions qui n'auraient pas été conformes à ce que nous pouvons entendre n'est pas du tout majoritaire, très loin de là. Mais il n'y a pas d'outil spécifique sur cette question. Peut-être revenir directement sur... Alors, deuxième sujet aussi, parce que là aussi, je pense qu'on pourrait progresser. Monsieur le sénateur Hervé a posé la question, et vous y êtes revenu, du souvenir français et éventuellement des associations ou des entités qui dépendraient du souvenir français. Là aussi, nous avons progressé, peut-être que Madame Gutiérrez pourra en dire un mot, pour essayer d'avoir une vision plus claire des satellites d'associations que nous agréons ou avec lesquelles nous avons une convention. C'est assez difficile. Et pour être honnête, nous avons souvent posé la question aux têtes de réseau, même comme la Ligue de l'enseignement, hein, pour savoir si elle était en mesure de nous indiquer l'ensemble des actions conduites par les associations qui en dépendent. Ils n'ont pas toujours eux-mêmes, les associations ne sont pas toujours non plus elles-mêmes dotées ni des outils ni des personnels pour avoir une vision très claire et exhaustive des actions qui sont menées en référence à cette tête de réseau. Pour le souvenir français et les exemples que vous citiez, c'est-à-dire des interventions en établissement, en école d'anciens combattants, nous n'avons pas toujours la visibilité et donc pas le nombre d'interventions qui sont conduites dans ce cadre-là et dans ce cadre de réseau. Peut-être j'en profite pour répondre un peu sur LIFT, qui est un sujet qui évidemment nous a beaucoup occupés. Alors justement, je vais vous en donner la réponse. En fait, c'est un accès payant à des modules clés en main pour mettre en œuvre les séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour le second degré, avec des outils pour préparer la séance, avec d'auto-formation en ligne pour les enseignants et un contenu pour animer cette séance. Comme l'a déjà dit le chef de service Jean Hubac, nous sommes assez réservés sur... Préciser que c'est un outil privé. Tout à fait, c'est un outil privé et commercial. Comme nous l'avons dit, nous sommes assez réservés sur ce type de proposition. Et nous avons considéré, l'avis a été demandé au national, nous avons considéré d'une part que c'était un service payant et que donc, en premier lieu, ça ne correspond pas à l'intervention d'associations sans but lucratif dans le cadre de scolaire. L'apport de ces nouvelles ressources ne répondait pas à un besoin, même si, et je suis bien consciente du fait que nous sommes en train de monter en puissance sur la formation déployée pour les professeurs sur cette éducation qui est encore toute récente, hein, et nous faisons des guides par niveau composés justement de ressources immédiatement utilisables pour chaque niveau scolaire concerné. Évidemment, nous n'avons pas encore couvert l'ensemble des niveaux. Donc, la formation est en train de se déployer, aussi bien d'ailleurs en direct vers les professeurs qu'en fournissant des ressources. Donc, nous avons considéré que, même si nous n'étions pas encore complètement arrivés au déploiement de l'ensemble des ressources, ces ressources nouvelles ou ces ressources privées ne correspondaient pas à un besoin pour nous. Enfin, il y avait quelques sujets qui nous posaient aussi des questions. L'absence totale de mention de professionnels de santé dans le cadre de la conception de ces ressources. Pas de mention d'adaptation à l'âge des élèves. Or, c'est pour nous un point capital dans cette éducation où nous avons fait, et je pense que c'est pour ça que nous sommes arrivés à un consensus, nous avons fait une entrée très progressive dans les contenus et très adaptée à l'âge des enfants. Ce n'était pas le cas là, c'est-à-dire que c'est des ressources dont on ne vous est pas dit si vous les utilisez en CP, CE1, en 6e ou en terminale.
Et enfin, comme le disait le chef de service, la notion même de produit clé en main que l'enseignant ne peut pas retravailler et mettre retravailler pédagogiquement est là aussi un problème pour nous. Du coup, nous avons à plusieurs reprises indiqué que le bureau de la santé chez nous a plusieurs fois indiqué que nous n'étions pas favorables au déploiement de ces outils, à la fois en 2024, puisque c'est dès octobre 24 que nous avons été saisis sur la question, ensuite en 25, mais la communication très active de LIFT a continué finalement à faire progresser des demandes assez constantes. De notre côté, ce que nous avons fait passer aux académies, c'est que ces ressources n'étaient pas validées par le ministère, qu'elles étaient le fruit d'une opération commerciale privée et qu'elles n'étaient pas reconnues par le ministère. Et nous avons rappelé le cadre d'intervention justement de ces éléments. Ça me permet de répondre aussi à la question qui m'a été posée sur les associations non agréées. Il est tout à fait réel que des associations non agréées peuvent intervenir dans le cadre scolaire à titre très exceptionnel, sous l'autorité du professeur, après avis du directeur d'école ou du chef d'établissement, qui lui-même, quand il n'y a pas d'agrément, doit remonter au recteur et au DAZEN pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interdiction. Donc, vous voyez que ça en principe, c'est un contrôle à deux niveaux, celui d'abord du chef de l'établissement et ensuite de l'autorité rectorale, départementale ou rectorale, qui doit... Oui, mais qui remonte au DAZEN. C'est-à-dire que l'interdiction doit être portée par le DAZEN ou par le recteur. L'acceptation peut être portée par l'IEN quand il considère que l'association non agréée a quand même une valeur pédagogique et s'inscrit dans les valeurs qui sont celles de l'école et dans la continuité du service public. Donc, sur ces sujets-là, c'est assez contrôlé, mais ça n'empêche pas, et je l'ai redit tout à l'heure, ça n'empêche pas qu'éventuellement des interventions puissent se tenir sans que tous ces contre-feux, si je puis dire, aient été allumés. Et nous le savons en général, nous, et pardon de le dire ainsi, soit par fait établissement, soit par la presse, soit par des élus. Et c'est en ça pour nous qui saisissent le ministre pour marquer leurs préoccupations. Et c'est ainsi que nous avons la possibilité de réguler en redonnant l'avis national, l'absence de validation et en général en le faisant, ça a été le cas pour LIFT, par un courrier direct au recteur pour leur indiquer dans quel cadre ces ressources sont proposées et qu'elles ne sont pas validées par le niveau national, en particulier en termes pédagogiques. Peut-être pour compléter, parce que du coup, il y a quelques éléments sur lesquels j'ai déjà répondu. Sur votre deuxième question, Madame Daniel, je me permettrai de renvoyer plutôt à l'audition que vous allez avoir, puisque c'est vraiment la direction des affaires financières qui suit le hors-contrat et en particulier les contrôles qui sont conduits sur le hors-contrat. La loi Gatel avait renforcé les conditions d'ouverture d'écoles hors contrat, mais Madame Marine Camian, la directrice des affaires financières, saura vous définir plus précisément le cadre. Ça me permet de compléter le fait aussi que nous n'avons pas directement autorité sur les inspecteurs et notamment sur ces contrôles qui se sont considérablement développés dès 2018 sur le hors-contrat et puis depuis cette année sur le privé sous contrat. Et ces inspecteurs dépendent avant tout des recteurs et ensuite de la direction de l'encadrement pour le ministère. Nous avons un regard sur les objets pédagogiques que ces contrôles doivent avoir. Aussi bien pour le hors-contrat, puisque vous savez que le hors-contrat se doit de conduire au programme et notamment à l'attribution du DNB, c'est-à-dire qu'ils doivent s'inscrire dans le socle commun de culture, de connaissances et de compétences. Au-delà, nous n'avons pas de moyens d'agir, mais au moins les objectifs doivent être acquis.
et nous n'avons que cette valeur pédagogique, de même que sur le privé sous contrat, nous regardons essentiellement, nous, côté des GESCO, j'entends, hein, à travers les corps d'inspection, que les programmes d'enseignement soient obligatoires, soient tous diffusés auprès des élèves, enfin enseignés, pardon, aux élèves, et à la fois dans leur intégrité, c'est-à-dire l'ensemble des programmes d'enseignement, et ensuite dans leur sens, autrement dit, dans les objectifs qui sont portés, aussi bien pédagogiques, éducatifs que citoyens. Alors, un mot, parce que vous m'avez interrogé aussi sur à la fois les comités départementaux, contrats départementaux, vous disiez, monsieur le sénateur, de développement culturel. Donc, et plus globalement, la question m'a été posée sur le pass culture. Sur ce sujet, deux choses. La première, c'est que ça a été un bond incroyable. C'est-à-dire que le pass culture a été un succès qui s'est lui-même, d'ailleurs, qui a lui-même dépassé ses espérances, avec énormément d'acteurs culturels qui se sont mis à générer des propositions pour répondre aux possibilités offertes par le pass culture. Une très grande majorité sont de qualité, d'autres peut-être moins. La première chose, c'est que pour pouvoir être bénéficiaire du pass culture, je rappelle que c'est que sur le second degré, hein, pour pouvoir être bénéficiaire du pass culture, il faut s'inscrire sur une plateforme qui est la plateforme Adage, et pour laquelle nous avons un comité qui regarde toutes les associations qui proposent des actions de manière à déterminer si ces actions méritent, et ces associations ou ces troupes, comme vous le disiez, méritent d'être inscrits sur Adage et proposés aux établissements. C'est ce comité, qui est constitué d'ailleurs de personnel de l'éducation nationale et de la culture, qui établit la liste des associations, des intervenants, le terme est mieux choisi, parce que ce n'est pas forcément agréé, des intervenants qui peuvent proposer des actions. Les différents épisodes que nous avons eus autour du pass culture l'année dernière nous ont conduit à faire un travail de septembre à décembre, janvier, sur lequel nous sommes en train d'aboutir pour justement à la fois revoir les modalités de répartition et d'attribution des crédits plus en lien avec la loi de finances, histoire d'éviter les à-coups entre rentrée scolaire et rentrée de janvier, et puis pour revoir la question de la qualité de l'offre. Et de son adaptation, même en termes de tarifs, à ce qui est proposé. C'est-à-dire que l'alignement des tarifs pouvait conduire à ce que ce soit finalement peu ou prou ce qu'une classe pouvait dépenser, sans forcément avoir une réflexion sur le rapport qualité-prix. Donc, nous avons fait un certain nombre de 3-4 groupes de travail entre novembre et maintenant, à partir desquels le ministre pourra s'exprimer et faire des propositions à la fois de répartition des crédits et d'amélioration de la qualité de l'offre et du contrôle de cette qualité de l'offre a posteriori. C'est-à-dire, est-ce que les actions ont bien été menées ? Comment ? Quelle est la satisfaction, le taux de satisfaction de ceux qui en ont bénéficié ? Et qu'éventuellement, c'est encore une chose qui est en réflexion, hein, de voir si ça pourrait être public sur la plateforme Adage, c'est-à-dire avec un avis, je ne dirais pas des épis de la culture, mais un avis porté par les enseignants qui ont bénéficié de cette action culturelle. Alexandre Masquin, vous voulez une question ? Oui, merci pardon, Madame la oui. Présidente. Très très court. Je voulais évoquer la question de l'évaluation. Il me semble que dans donc l'évaluation des interventions des associations au sein des établissements scolaires, il me semble que dans votre propos liminaire, vous aviez évoqué le fait qu'il fallait encore progresser sur cette question. Donc ma question sera simple. Quels moyens ou outils faudrait-il vous attribuer, en tout cas au ministère, pour que cette évaluation soit pleinement effective et donc pleinement efficace ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je reviendrai en effet sur le comité. Sur cette question-là, oui, nous sommes conscients que nous avons besoin de nous armer un peu plus fortement sur l'évaluation des actions qui sont conduites par les associations. Alors, à la fois en interne, mais je dois dire que nous avons
peu de force sur ces sujets et presque, je dirais, peu de qualification. C'est-à-dire que nous avons réellement à professionnaliser le regard qui peut être apporté sur les actions. Nous avons assez bien professionnalisé, hein, je le dis, l'amont. C'est-à-dire comment est-ce qu'on accorde, on octroie un agrément, une convention, ou comment est-ce qu'on signe une convention. Sur le suivi ensuite et le suivi évaluatif, nous sommes aujourd'hui beaucoup moins bien armés. Dès qu'il y a en réalité soupçon de fraude ou d'action contraire à l'action éducative, nous avons toujours le recours possible à l'inspection générale qui est intervenue plusieurs fois sur ces sujets. Mais nous n'avons pas, pour les associations qui interviennent sur le temps scolaire, la régularité des contrôles de l'inspection générale qu'il y a sur les actions du périscolaire. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche intervient tous les 5 ans pour un contrôle des associations périscolaires, toutes celles d'éducation populaire. Nous n'avons pas ça dans le cadre des associations qui interviennent sur le temps scolaire. Et je le disais tout à l'heure, avec parfois une information qui vient des associations assez lacunaire. Donc, je pense que, aussi bien d'ailleurs, peut-être qu'il y a à professionnaliser les associations elles-mêmes, mais nous avons encore sans doute d'abord à conduire un processus qui soit plus formalisé et puis à professionnaliser nos équipes. Sur le comité et qui prend la décision au final. Donc, le comité est constitué de représentants des associations, des représentants des ministères Excusez-moi, quel ministère ? Jeunesse, association, jeunesse, sport et vie associative, et nous-mêmes. Ce conseil donne un avis qui est uniquement consultatif. Il est d'ailleurs le lieu de débat et de plus en plus de discussions assez longues sur l'attribution ou pas d'agrément. Je laisserai peut-être Madame Gutiérrez compléter puisque c'est elle qui l'anime régulièrement. Et ensuite, cet avis consultatif remonte à la direction générale, en l'occurrence à moi, et la décision est prise sur avis du ministre. Donc, en définitif, c'est le ministre qui décide de l'agrément ou pas qui a été demandé, quel que soit, si je puis dire, l'avis du Conseil. Dans une très grande majorité des cas, l'avis est suivi. C'est vraiment à la marge qu'il peut y avoir un avis contraire pour une raison ou pour une autre. Et si nécessaire, nous pourrons vous apporter quelques exemples, mais c'est vraiment 2-3 par an. Oui, pour vous. Madame Gutiérrez, oui, parce que je le... Qui ? Oui. J'y vais. Donc, juste simplement pour compléter le déroulement d'une séance du CNESEP et expliquer à quel point il y a vraiment des débats. Donc, c'est bien ce qu'on appelle le bureau métier, c'est-à-dire le bureau expert de la question concernée qui va présenter la demande d'agrément aux membres du CNESEP. Il y a aussi en amont un membre du CNESEP qui s'auto-désigne pour aussi avoir une lecture de la demande qui sera davantage une lecture de dossier, sachant que le bureau métier va rentrer en contact avec l'administration, avec l'association pour éventuellement demander des compléments, essayer de comprendre davantage le projet éducatif. Et ensuite, il y a un véritable débat, des questions posées à l'expert, aux deux experts, aux deux personnes qui ont bien pris connaissance du dossier pendant la séance. On a à peu près, on a un peu moins de 100 demandes par an, sachant qu'on s'est aussi professionnalisé sur les dossiers, c'est-à-dire qu'on respecte le code des relations entre le public et l'administration pour bien pouvoir examiner uniquement les dossiers complets et ce qui nous permet aussi de filtrer les demandes qui sont quelquefois pas très sérieuses. Et puis je redis, donc j'ai bien vérifié, on a à peu près entre 30 et 40% de refus des demandes annuelles à peu près. Est-ce que ça répond de fait à la question de Raphaël Daubé sur le fait de savoir s'il y a une dynamique de demande d'agrément? Vous nous avez dit à peu près 100 demandes par an, c'est constant dans le temps, il n'y a pas d'augmentation? Alors, en fait, on a maîtrisé l'augmentation. Il y a eu à un moment donné une augmentation. On a maîtrisé l'augmentation au sens des demandes. C'est-à-dire que précédemment, quand on était moins regardant des dispositions du CRPA, c'est-à-dire qu'on pouvait examiner des dossiers qui n'étaient
pas forcément complets en CNAICEP, on examine uniquement les dossiers complets. Donc en fait, là je vous donne le nombre, enfin on est à un peu moins de 100 demandes sur les dossiers complets. Je n'ai pas le nombre de demandes parce qu'on en a, par courriel, on en a énormément. Mais celle-ci, vraiment, on filtre vraiment et on regarde, on a un arrêté qui fixe la composition des dossiers, on respecte très strictement cet arrêté. Madame la directrice. Et juste un point, mais l'inflation, elle est plutôt sur les sollicitations. Mais en tous ordres, qui reviennent vers le ministère, on le dit souvent, l'école est au cœur de tout, et dans des temps un peu plus contraints et budgétairement et autres, la demande vers le ministère est vraiment considérable. Et donc, quand Stéphanie Gutiérrez parle du bureau métier, c'est au sein de la DGESCO. Ce n'est pas le bureau des associations qui traite de la question, c'est vraiment le bureau qui s'occupe de la politique éducative qui est concernée par l'association, pour en mesurer la valeur, avant même d'entrer dans le processus du comité de son examen. Monsieur Bach, vous vouliez compléter? Oui, peut-être rapidement sur la question de LIFT et tirer un fil, si je puis dire. Alors, les agréments chez nous, c'est des associations qu'on agrée, pas des entreprises. LIFT, en l'occurrence, c'est une entreprise privée. Ça, c'est la première chose. En revanche, on a des entreprises qui viennent nous demander des expertises sur le fond de ce qu'elles proposent. Donc, on est plus que prudent là-dessus parce qu'on refuse de le faire, puisque ça pourrait être ensuite utilisé comme une sorte comment dire, oui, de labellisation ou de caution dans un marché qui en plus est concurrentiel. Et l'autre point que je voulais souligner, c'est que on a aussi des personnes qui frappent à nos portes en se prévalant d'appui, soit de chercheurs, soit de collectivités. Et par exemple, typiquement, LIFT est en lien avec l'Université de Lyon, avec un programme de recherche, et c'est le chercheur de l'université qui a frappé à la porte du rectorat de Lyon. Par ailleurs, LIFT est aussi lauréat d'un marché public concernant la lutte contre la pornographie lancé par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Donc en fait, ils viennent avec tout cet arrière-plan vers nous, en disant, voilà, comment aller plus loin, qu'est-ce que vous pouvez nous laisser rentrer dans les établissements. Et c'est là où il peut y avoir aussi des incompréhensions, ou alors ça tend un peu le dialogue parfois sur ce motif-là, parce qu'on n'a pas forcément la même position que les chercheurs ou que les collectivités, en l'occurrence. Madame la directrice. Juste en complément, mais je pense que là, ce que vient de présenter le chef de service est très clair sur le maquis, un peu de la façon dont les choses nous arrivent. Et dont elles arrivent, et je crois qu'il faut le dire aussi, aux enseignants. C'est-à-dire que ça peut être, en fait, une validation de la collectivité territoriale qui s'est assurée que techniquement et en termes de RGPD, la ressource qu'il proposait peut être mise à disposition des établissements qui l'achèteraient. Ça peut être une demande en effet de chercheur qui vient appuyer par son programme de recherche un dispositif ou une action ou un programme qu'il présente comme scientifique, académique, et donc il demande à l'académie ou au rectorat d'avoir cet appui et demande un agrément académique. Donc, et tout ça arrive jusqu'aux écoles et jusqu'aux établissements sans bien savoir en réalité, d'où émane cette pseudo-validation, et deux, à quel niveau elle se situe. Si en réalité c'est juste un acte commercial possible, parce que c'est c'est possible, c'est de l'acquérir sur l'ENT, sur des établissements, ou bien s'il y a véritablement une validation du ministère ou du rectorat. Très bien, je vous remercie beaucoup. On est obligé d'arrêter là cette audition qui appelle tellement de questions derrière que peut-être... Il est possible qu'on en pose de nouvelles. De nouvelles. Et en tout cas, je vous rappelle que vous aviez déjà une première liste, en tout cas, je dis première parce que du coup, je mets quelques précautions. Liste de questions avec une réponse écrite qui nous sera fort utile. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous.
je vous laisse le temps d'interprétation. On vous prie de nous excuser du retard par avance, mais c'est toujours comme ça, les auditions de commission d'enquête. Ça peut déborder